À cet instant précis, j'ai compris qu'un simple tintement de fourchette pouvait briser une vie entière. Avez-vous déjà ressenti cette solitude absolue au milieu d'une foule, ce moment où vous êtes entouré de votre propre famille, bercé par le bourdonnement des conversations? Et pourtant, vous vous sentez plus isolé que si vous étiez sur une île déserte? C'est un silence étrange, n'est-ce pas? Le genre qui s'infiltre dans vos os, même quand les rires fusent autour de vous. Je m'appelle Lénore. J'ai 70 ans. Mes mains portent les traces de décennies de travail, d'amour et de sacrifices silencieux. J'ai passé ma vie à construire des fondations pour que d'autres puissent s'élever. J'aime l'odeur du vieux papier, le goût du thé Earl Grey le matin et la sensation de la terre fraîche sous mes ongles quand je jardine. Je pensais que c'était suffisant. Je pensais que ma place à cette table, ce dimanche-là, était acquise. L'air était lourd, saturé de l'odeur du poulet rôti au romarin et de cette joie polie, presque mécanique, qui remplit souvent les réunions de famille. J'étais assise à ma place habituelle, en bout de table, mon perchoir confortable pour observer, pour écouter, pour être présente sans être vraiment vue. Mon assiette était un paysage de nourriture à moitié mangée et de pensées non dites. Je hochais la tête, je souriais, une figurante muette dans une pièce de théâtre que je jouais depuis des années, mais ce jour-là, tout s'est effondré. C'est Iris, ma belle-fille, dont la voix a tranché le murmure ambiant comme une lame de rasoir. Elle avait cette confiance glacée, un mélange de charme et de tranchant. Elle a fait tourner le vin rouge dans son verre, le liquide capturant la lumière du lustre. Puis, elle a posé ses yeux sur moi. Elle portait ses lunettes de soleil coûteuses relevées sur la tête comme une tiare, et une blouse en lin que je reconnus immédiatement. Je l'avais payée. Bien sûr. Dis-moi, Lénore, commença-t-elle. Sa voix douce, comme du velours empoisonné. Ça fait quoi d'être? Inutile. Le mot est resté suspendu dans l'air. Une décoration cruelle et délibérée. Elle a souri alors. Un sourire large et éclatant qui cherchait son public. Et elle l'a trouvé. Mon fils, Caden, a laissé échapper un petit rire bas. Même mon petit-fils, ce garçon que j'avais bercé, a offert un sourire en coin avant de détourner le regard. Le temps s'est arrêté. Les sons de la pièce se sont fondus en un bourdonnement lointain. J'ai posé mon verre d'eau. Ma main ne tremblait pas. C'était un îlot de calme dans la tempête qui ravageait mon cœur. J'ai redressé ma colonne vertébrale. Un mouvement interne invisible. J'ai répété sa question, presque en chuchotant comment ça fait. Puis, avec un calme que je ne me connaissais pas, j'ai ajouté de savoir que cette personne inutile ne paiera plus vos factures désormais. Le silence qui a suivi fut absolu, comme si tout l'oxygène avait été aspiré de la pièce. Le sourire parfait d'Iris a vacillé. La fourchette de Caden s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Cette fois, personne n'a ri. J'ai reculé ma chaise. Le bruit des pieds raclant le parquet a sonné comme le glas d'une époque révolue. J'ai pris mon sac. J'ai traversé les portes-fenêtres et je suis sorti sous le soleil de l'après-midi. Je ne le savais pas encore. Mais en franchissant ce seuil, je venais de déclarer la guerre. En marchant vers ma voiture, chaque pas résonnait comme un écho du passé. Ce n'était pas une décision impulsive. C'était l'aboutissement de 1000 petites coupures. C'est drôle comme les plus grands changements de nos vies commencent souvent par des détails insignifiants. Pour moi, tout a commencé il y a 10 ans, avec un simple retard de paiement hypothécaire. Je me souviens de l'appel de Caden comme si c'était hier. Sa voix était basse, imprégnée d'une honte palpable. Iris avait encore trop dépensé. Leur petite boutique, la fougère dorée, dont elle était si fière, ne marchait pas aussi bien que prévu. La banque envoyait ses lettres au papier épais et aux caractères gras qui font chavirer le cœur. Sans hésitation, je leur ai viré 200 $ ce soir-là. Je n'ai posé aucune question. Dans mon cœur de mère, je les aidais juste à reprendre leur souffle. On trébuche tous, me suis-je dit. Mais le trébuchement est devenu une habitude, puis un mode de vie. Il n'y a jamais eu de merci. Juste un mois plus tard, une nouvelle demande. Le loyer de la boutique avait augmenté. Puis une facture de carte de crédit oubliée par Iris alors qu'elle organisait une fête somptueuse. Puis l'école privée de mon petit-fils. Chaque demande était livrée avec une urgence silencieuse. Une attente implicite que je ferais.
Comme toujours. Le nécessaire. J'ai commencé à tenir un registre. Au début, c'était juste l'ancienne comptable en moi qui cherchait du réconfort dans les chiffres. J'ai ouvert un fichier sur mon ordinateur, caché dans un dossier protégé par mot de passe. J'ai noté les dates, les montants, les raisons invoquées. J'ai même fait une colonne pour les reçus demandés, qui restaient désespérément vides. Le total grimpait à une vitesse vertigineuse. Je suis devenue la fiable. Pas maman. Pas le Nord. Juste le filet de sécurité invisible. Le pire souvenir. Celui qui me hante encore quand je ferme les yeux. C'est celui de ma cabane près du lac Lure. C'était mon rêve secret. Une petite maison aux volets blancs, nichée parmi les pins, où je pourrais peindre et écouter les oiseaux. J'avais économisé pendant 5 ans. L'acompte était prêt. C'était ma liberté. Et puis, Iris a eu une vision. Agrandir la boutique. Elle a utilisé des mots comme héritage et investissement familial. Caden avait les yeux brillants d'espoir. J'ai craqué. J'ai vidé mon fonds pour la cabane. J'ai signé le chèque. J'ai regardé mon rêve s'évaporer pour financer le leur. Les jours suivants, ce fameux dîner du dimanche furent une étude du silence. Pas le silence paisible, mais un silence lourd, expectant. Ils attendaient que je revienne ramper, que je m'excuse d'avoir eu l'audace de leur dire non. Mais le coup de grâce est venu 3 jours plus tard. Iris est venue me voir. Non pas pour s'excuser, mais avec une nouvelle demande. C'était audacieux, presque impressionnant dans son arrogance. Leur boutique avait l'opportunité de louer l'espace voisin, doubler la surface, ajouter une ligne de décoration. Mais la banque voulait un co-signataire. C'est juste une formalité. Le Nord. Hâté, elle dit, appuyée contre mon comptoir en granit. Le diamant à son doigt étincelant. 70 000 $. Tu sais comment ça marche. Elle parlait de mon argent comme s'il s'agissait d'une ressource naturelle à laquelle elle avait droit. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Pas de peur, de dégoût. Je ne peux pas faire ça. Iris, ai-je répondu calmement. Pourquoi pas? Ce n'est pas comme si tu étais à court d'argent. Et puis, qu'est-ce que tu fais de tes journées de toute façon? C'était la phrase de trop. Le mépris suintait de ses pores. J'ai vu Caden, figé près de l'évier, essuyant un verre déjà propre pour ne pas avoir à me regarder dans les yeux. Il était complice par son silence. Ce soir-là, assise seule dans mon salon, j'ai touché le fond. J'ai regardé mes mains ridées. J'avais tout donné. Mes rêves, ma sécurité, mon amour, et en retour, j'étais inutile. Une simple vache à lait qu'on trait jusqu'à l'épuisement. J'ai failli pleurer. J'ai failli prendre mon téléphone pour dire d'accord. Juste cette dernière fois. Et vous? Avez-vous déjà donné tellement de vous-même à quelqu'un qu'il ne restait plus rien pour vous? Avez-vous déjà confondu l'amour avec le sacrifice? Jusqu'à ce que le sacrifice devienne la seule chose qu'on attend de vous. Mais je n'ai pas appelé. Au lieu de cela, je me suis dirigée vers mon bureau. Il y a un tiroir, tout en bas de mon vieux classeur métallique, que je n'ouvre presque jamais. Il s'ouvre avec un gémissement plaintif. Le son du métal contre le métal, à l'intérieur, caché dans une vieille boîte à couture en fer blanc qui appartenait à ma mère, se trouvait une petite clé argentée. J'ai pris la clé. Mes mains étaient parfaitement stables. J'ai déverrouillé le tiroir du bas. À l'intérieur reposait un dossier épais, pas numérique cette fois. Du papier, lourd, dense, tangible. C'était l'histoire de mon silence. Des relevés bancaires, des confirmations de virements, des reçus froissés. Mais tout au fond, il y avait un document spécifique, un contrat datant de 2017. Je me suis souvenu de cette nuit-là avec une clarté douloureuse. Iris était au bord de la panique. La boutique allait faire faillite. Le loyer était en retard. Les fournisseurs menaçaient de procès. Elle m'avait appelé en pleurs. Caden avait déjà épuisé leurs maigres économies. J'étais leur dernier recours. Nous nous étions retrouvés dans un dîner stérile au bord de l'autoroute, sous des néons grésillants. L'odeur de friture rance et de café brûlé me revint en mémoire. J'avais apporté ce contrat, rédigé par une amie avocate. Je ne voulais pas être cruelle. Je voulais être prudente. Si je devais risquer 60 000 $ de ma retraite, j'avais besoin d'une sécurité. Iris n'avait même pas lu. Elle avait signé frénétiquement, sa signature n'étant qu'une ligne brisée et hâtive. Juste pour avoir l'argent. Elle a dû penser que c'était un prêt symbolique.
ou qu'une vieille dame inutile oublierait, j'ai sorti le document de son enveloppe. La clause était claire, sans ambiguïté, tapée à l'encre noire, en échange d'un sauvetage financier de 60 000 $. Lenore H. Holstead assumera 52% de la propriété de la fougère dorée, avec effet immédiat. 52%. Majoritaire. J'avais gardé ce secret pendant des années, me disant que mon silence maintenait la paix. Mais la paix ne peut pas être construite sur le déni. J'ai glissé le contrat dans une enveloppe fraîche. Le lendemain, je suis allé chez eux. Pas de thé, pas de politesse. J'ai posé le dossier sur la table basse en verre. Ce ne sont pas des menaces, dis-je, ma voix basse et régulière. Ce sont des archives. Cadden a commencé à feuilleter les pages. J'ai vu la couleur quitter son visage à mesure qu'il réalisait l'ampleur des sommes. Puis, il est arrivé au contrat de 2017. Iris. Sa voix était étranglée. Tu as signé ça? Iris a jeté un coup d'œil méprisant. C'est exagéré. Elle déforme tout. C'était il y a des années. Elle essaie juste de nous contrôler. Je me suis assise dans le fauteuil en face d'eux. Non, dis-je. Je l'utilise pour arrêter d'être effacée. C'est là que le véritable visage d'Iris est apparu. Pas de remords, pas de gratitude. Juste une fureur froide. Tu es une parasite, siffla-t-elle. Tu t'accroches à quelque chose que tu n'as jamais construit. C'est ma boutique. J'ai souri tristement. J'ai financé. J'ai sauvé. J'ai co-signé. Et maintenant, le compte est clos. Je me suis levée. Ce que vous construisez à partir d'aujourd'hui est entièrement à votre charge. Je ne finance plus. Je ne répare plus. Et je ne répondrai plus. En sortant, j'ai entendu Iris hurler quelque chose sur l'ingratitude. Mais pour la première fois, ces mots ne m'ont pas atteinte. J'avais une armure faite de papier et de vérité. J'ai compris à cet instant, on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Surtout si le prix à payer est sa propre noyade. Leur réaction ne s'est pas fait attendre. 2 jours plus tard, une enveloppe officielle épaisse a glissé dans ma fente à courrier. Ils me poursuivaient en justice. Le jargon juridique était dense. Mais le message était clair. Coercition. Influence indue. Ils prétendaient que j'avais manipulé une Iris vulnérable pour lui faire signer le contrat sous la contrainte. Ils exigeaient que je rende les parts et que je disparaisse. Mon cœur a manqué un battement. La peur, froide et visqueuse, a essayé de m'envahir. Mais je n'étais plus la femme qui disait oui pour avoir la paix. J'ai appelé mon amie Bleat. Elle m'a donné un nom, Margot Delany, une avocate à la retraite, aussi tranchante qu'une punaise. Margot était une petite femme, aux cheveux gris acier et aux yeux perçants. Elle a lu le contrat, examiné mes tableurs et épluché les vieux emails. Elle a levé les yeux vers moi avec un sourire féroce. C'est un bluff. Lenore, ils essayent de vous faire peur. Nous allons terminer cela proprement. L'audience au tribunal a duré moins de 20 minutes. L'avocat d'Iris a fait un discours passionné, agitant les bras, parlant de famille et de confiance trahie. Puis Margot s'est levée, calme, méthodique. Elle a présenté les faits, les dates, les chiffres, les virements horodatés qui correspondaient exactement aux crises de la boutique. Et enfin, le contrat notarié, la juge, une femme aux yeux fatigués mais bienveillants, a regardé la montagne de preuves. Puis elle a regardé directement Iris. Les preuves présentées sont inébranlables, a-t-elle déclaré. Sa voix ne laissait aucune place à l'argumentation. La motion de rejet est accordée. Madame Holstead est la propriétaire légitime majoritaire. Le bruit sec du marteau du juge a fait sursauter Iris. Clac. C'était le son de la réalité qui la frappait en plein visage. Iris est sortie du tribunal au bras de Cadden, le visage pâle, les pas instables. Ils ne m'ont pas regardé. Je n'ai ressenti aucune joie triomphante. Juste une fatigue profonde. Celle qui vient après avoir porté un fardeau trop lourd pendant trop longtemps. Mais en sortant sous le soleil californien, j'ai pris une grande inspiration. L'air avait un goût différent, le goût de la liberté. La suite fut une leçon de karma naturel. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas cherché à me venger. J'ai simplement arrêté. J'ai cessé d'injecter de l'argent, sans mes fonds constants pour masquer les erreurs de gestion d'Iris. Le vernis a commencé à craquer.
J'ai appris par des connaissances que la boutique avait dû réduire son personnel. Les vitrines, autrefois immaculées, commençaient à prendre la poussière. Les fournisseurs exigeaient désormais du liquide. Iris a dû vendre sa voiture de luxe. Je ne me réjouissais pas de leur chute. Je regardais simplement, de loin, les conséquences naturelles de leurs actes se déroulaient. Pendant ce temps, ma vie fleurissait. J'ai transformé mon énergie. J'ai commencé à jardiner pour de vrai. Mes matinées, autrefois consumées par leurs problèmes, commençaient maintenant par la sensation de la rosée fraîche sur les feuilles de mes pivoines. J'ai repris la peinture. J'ai mélangé des bleus et des verts, essayant de capturer la lumière du matin. J'ai commencé à faire du bénévolat dans une clinique de littératie financière. J'aidais des jeunes étudiants et des veuves à gérer leur budget. Là-bas, personne ne me traitait d'inutile. On me disait « merci ». On me voyait. Si vous étiez à ma place, auriez-vous aidé une dernière fois quand la boutique a commencé à couler? Ou auriez-vous laissé la vie leur enseigner la leçon qu'ils refusaient d'apprendre? Un soir, mon téléphone a vibré. Un message de Caden. « Maman, tu nous manques. » 4 mots, pas de ponctuation, pas d'explication. Il ne disait pas « je suis désolé ». Il ne disait pas « j'ai compris ». Il disait juste « tu nous manques ». Comme si mon absence était le seul problème, et non les années de manque de respect qui l'avaient précédé. J'ai regardé l'écran. La bouilloire sifflait sur le feu, signalant que l'eau pour monter du soir était prête. L'odeur de la lavande entrait par la fenêtre ouverte. Je n'ai pas répondu. J'ai effacé le message. J'ai retourné mon téléphone, face contre table. J'ai appris tant de choses à travers cette épreuve. L'autonomie financière est une forme de respect de soi. Garder une trace de ce que vous donnez n'est pas mesquin. C'est une protection nécessaire contre l'oubli. On ne peut pas acheter l'amour. L'argent que j'ai donné n'a jamais acheté leur affection, seulement leur dépendance. Le mot « non » est une phrase complète. Il ne nécessite aucune justification. La famille n'est pas un laissez-passer pour l'abus. Le sang ne justifie pas d'être traité comme un paillasson. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. À 70 ans, j'ai découvert que ma vie m'appartenait encore. Aujourd'hui, je suis assise dans mon jardin. La toile